Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie qui est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un doyen de la philosophie, un doyen vraiment qui a beaucoup fait pour la philosophie et qui a beaucoup fait aussi pour Télé-École, qui est un partenaire de Télé-École. Merci beaucoup, doyen. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une émission spéciale dans la mesure où nous allons préparer une épreuve. Quelle épreuve? Le second tour du baccalauréat au Sénégal qui portera sur deux ouvrages, le contrat social et l'apologie de Socrate pour les terminales L. Et pour les terminales S, c'est tout simplement l'apologie de Socrate. C'est à préciser pour permettre aux élèves de savoir que c'est ça qu'il faut préparer, ça il ne faut pas préparer. Donc du contrat social et l'apologie de Socrate concerne uniquement les terminales L. L'apologie, c'est pour les terminales S. Et aujourd'hui, notre doyen va nous expliquer, il va nous parler de la vie de l'auteur qui est Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi le contrat social? Oui, il faut d'abord dire que en fait, Jean-Jacques Rousseau, il est issu à Genève d'une famille protestante d'origine française et il perd sa mère en naissant. On est en 1712, un 28 juin. Et c'est en 1749 qu'il va faire la découverte majeure de sa pensée. C'est en allant rendre visite à un ami qui est emprisonné, incarcéré en prison, Diderot, qu'il va concevoir ce qui sera le premier discours intitulé « Discours sur les sciences et les arts », un discours qui va le rendre célèbre. Et en effet, c'est en répondant négativement à une question qui a été posée au concours par l'Académie de Dijon. La question c'était « Les sciences et les arts ont-ils profité à l'humanité ?» Donc c'est en répondant négativement à cette question que commence la réflexion de Jean-Jacques Rousseau. Pour Rousseau, les sciences, les arts et les lettres sont les pires ennemis de la morale. Et en créant de nouveaux besoins, et les sciences, les lettres et les arts vont réduire l'homme à l'esclave, carrément. Et dans cette perspective, aux yeux de Rousseau, tout ce qui distingue l'homme civilisé du barbare sans instruction est condamnable. Et Rousseau va reprendre ces idées en les développant dans un deuxième discours intitulé « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » qui est publié en 1755. Et dans cet ouvrage, Rousseau y dénonce de nouveau le mal social. Le mal social, en somme, c'est l'homme qui est séparé de lui-même et des autres. Le mal social, c'est la perte de transparence, l'absence de communion entre des êtres qui sont devenus égoïstes, injustes et trop artificiels, des êtres qui sont préoccupés par le pouvoir, par la gloire et par l'argent. Et ce constat-là concerne l'homme vivant en société. Et ce n'est pas là son état originel, mais le résultat d'une évolution au cours de laquelle l'homme s'est dénaturé. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme est né bon, mais il a été corrompu par la société. Une manière de dire que la socialisation a rendu méconnaissable le visage originel de l'homme. En effet, comme la plupart des théoriciens politiques de son époque, Jean-Jacques Rousseau parlait d'un état de nature qui est antérieur à un état social. Un état de nature, dit-il, qui n'existe plus, qui peut-être n'a jamais existé et qui probablement n'existera jamais. Mais l'état de nature est une hypothèse philosophique qui est nécessaire pour montrer que le mal n'est pas inné. Ainsi, après la dénonciation des symptômes du mal qui s'effectuent dans les deux premiers discours, discours sur les sciences et les arts et discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le contrat social et l'Émile, deux ouvrages de Rousseau, vont conjointement nous proposer des remèdes, des solutions. Donc le contrat est une solution? Est une solution face à une dégradation des sociétés civiles. Et que donc, brouillé avec les philosophes des Lumières, comme dont son ami Diderot, pourchassé à cause de ses idées sur la religion, Jean-Jacques Rousseau se sentira traqué jusqu'à la fin de sa vie, passé près de Paris, au nord de Paris, dans une ville qu'on appelle Hermonville, où il s'éteint en 1778.
Donc voilà un tout petit peu ce qu'on pourrait dire de l'œuvre et de la vie un tout petit peu de Jean-Jacques Rousseau. De Jean-Jacques Rousseau. Donc le contrat social est une sorte de dénonciation. Qu'est-ce qu'il dénonce donc? Au fait, il avait constaté un mal social. Comme vous l'avez dit, face à la dégradation des sociétés civiles, dans le contrat social, Rousseau va proposer une solution politique. La solution politique consiste en une association qui garantit la sécurité et qui, quelque part, contraint chacun à renoncer à son intérêt personnel, l'obligeant à s'unir à tous, tout en gardant sa liberté. C'est un peu la solution que Rousseau nous propose. Car ce que l'homme avait perdu lors de son passage de l'état de nature à l'état civil est immense. L'homme avait perdu sa liberté. Et pour retrouver ce paradis perdu, il y avait deux solutions. Soit retourner à l'état de nature. D'ailleurs, c'est une solution qui va être préconisée dans le premier discours, mais une solution qui se révèle impossible. Parce que, dit-il, nous sommes trop ancrés dans la société, notre seconde nature. La deuxième solution, la deuxième hypothèse, c'était de réformer la société de telle manière que l'homme y retrouve, sinon ses avantages naturels à jamais perdus, mais que l'homme puisse y retrouver leur équivalent. Cela est-il possible? Tel sera le problème du contrat social. Et dans le contrat social, Rousseau il cherchera les conditions d'une société parfaite. Autrement dit, ou plutôt de la meilleure société possible, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Parce que pour Rousseau, on ne peut guère changer les hommes, mais peut-être les lois. Et c'est dire que donc dans cet ouvrage, Rousseau s'y propose une réflexion sur la légitimité du pouvoir politique. Autrement dit, sur ce qui rend possible l'obéissance des hommes, sur ce qui fonde l'autorité politique. Et en imaginant une organisation sociale fondée sur un contrat, vous n'êtes pas sans savoir que Rousseau n'innove pas. Il s'inscrit plutôt dans une longue tradition qui a fait du pacte social la réponse à la question sur la légitimité du gouvernement. Avant lui, des penseurs comme Pufendorf, John Locke, Thomas Hobbes ont tous évoqué l'idée de contrat bien avant Rousseau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si Rousseau n'invente pas le concept du contrat social, mais du moins, il va en bouleverser la nature. Parce que le contrat que Rousseau nous propose est un contrat d'association, contrairement au contrat de Hobbes qui est un contrat de renoncement. En effet, chez la plupart de ses devanciers comme Thomas Hobbes, le peuple dépose sa liberté entre les mains d'un prince. Alors que chez Rousseau, il n'est plus question de soumission à un souverain. Pourquoi? Mais parce que, dit-il, c'est le peuple tout entier qui est souverain. Et les lois qu'il se donne étant l'expression de la volonté générale. Et donc, on peut dire que avec un tel contrat, le prince devient un serviteur de cette volonté et c'est générale. d'ailleurs cette réponse pour que le prince soit serviteur. C'est pourquoi donc il a divisé le contrat social en 4 livres. En 4 livres, et oui. donc ce qui nous intéresse, c'est les 2 premiers livres. Oui. Mais c'est bon que les élèves comprennent aussi Bien que sûr. les 2 autres livres, c'est une continuité. Bien sûr. Une continuité. Bien sûr. La problématique du livre 1 et du livre 2. Dans le livre 1 et le livre 2, qu'est-ce que Rousseau veut nous expliquer puisque c'est ce qui concerne les élèves. Oui. Je dirais tout simplement que l'ouvrage comporte 4 livres. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves que ce n'est pas 4 livres séparés. C'est un seul livre avec 4 grandes parties. Et chaque partie est intitulée un livre. Donc il y a 4 livres. Et l'œuvre s'organise autour de 2 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est le principe de souveraineté. C'est vrai. Livre 1 et livre 2, qui tournent autour du principe de souveraineté. Donc l'élaboration d'une théorie de la souveraineté. De la souveraineté. C'est le livre 1 et le livre 2. Tandis que le deuxième axe, c'est la notion de gouvernement. Livre 3 et livre 4. Donc les livres 3 et les livres 4 tournent autour de la notion de gouvernement. C'est la théorie du gouvernement. Du gouvernement. Donc si l'enfant est né, oui, il théorise. Oui. Donc quand l'enfant sera là, oui, donc il faut chercher une solution. Une solution. Donc le livre 3 et le livre 4. Maintenant, le livre 1 et le livre 2 qui nous intéressent. Oui. Et qui est au programme de philosophie au Oui. Sénégal. Oui. Je le répète bien, le livre 1 et le livre 2 est au programme de philosophie, surtout pour les terminales L. Oui. Donc on va revenir sur le livre 1 un peu. Oui. Le livre 1 est constitué de combien de parties? Le livre 1 est constitué de chapitres, de 9 chapitres. De 9 chapitres. Est composé de 9 chapitres. Okay. Et comme je le dis souvent, et dans ce livre premier, Rousseau évoque le fondement même de toute société politique.
Autrement dit, dans ce livre premier, il aborde la question du contrat social. Et d'ailleurs, l'ouvrage commence par ces termes, je le cite. Je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet et ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne soient point divisées. Livre 1, tiré de son préambule. C'est dire que donc, dès le premier chapitre du livre 1, Rousseau indique que le motif du contrat, c'est l'intérêt. Le contrat apporte un remède à cette situation de détresse, de violence et d'inégalité dans laquelle se trouve l'homme. Donc, il définit ici les fins du contrat social. Les fins du contrat social. Nous sommes dans le livre premier. Dans le chapitre premier du livre 1. Okay. Et Rousseau montre tout d'abord, nous sommes dans le chapitre 2, que le droit naturel ne peut pas fonder une société politique. Et dans le chapitre 3, il montre également que le droit du plus fort aussi ne peut pas fonder une société politique. Donc dans les chapitres 3 et 4, dans les chapitres 2, et 3, Rousseau montre que ni le droit naturel, chapitre 2, ni le droit du plus fort ne peuvent pas fonder légitimement une société politique. En effet, nous sommes dans le chapitre 2. Rousseau montre qu'on ne peut pas fonder une société politique sur le droit naturel. Et il explique, en prenant l'exemple d'une famille. Il explique les premières sociétés. Les premières sociétés. Il dit que la famille est une société naturelle. Mais si la famille est une société naturelle, elle ne peut pas fonder une société politique. Pourquoi? Mais parce que l'autorité paternelle disparaît quand l'enfant devient adulte. Donc, si un élève voit un texte qui nous parle des premières sociétés, donc avec la famille, oui, il doit savoir que c'est dans le livre 1, chapitre 2. Chapitre 2, où il montre que on ne peut pas fonder une société politique sur le droit naturel, sur la famille. Parce que l'autorité paternelle s'évanouit quand l'enfant devient adulte. Comme Mague donne ce Magumbop, d'une certaine manière. Et par conséquent, on ne peut pas comparer cette autorité paternelle à l'autorité qu'un chef peut avoir sur son peuple. Ça, nous sommes dans le chapitre 2. Donc, il dénonce. Il rejette. Il dit qu'on ne peut pas fonder une société politique sur le droit naturel. Chapitre 2. Et dans le chapitre 3, il montre également qu'on ne peut pas fonder une société politique sur le droit du plus fort. Donc, l'élève saura que s'il y a un texte où Rousseau nous parle du droit du plus fort, qu'on ne peut pas fonder le pouvoir, un pouvoir légitime sur le droit du plus fort, ou Djaï Sadole, donc là, l'élève saura que c'est dans le livre 1, chapitre 3. Chapitre 3. Et dans ce chapitre, Rousseau montre en réalité que le droit du plus fort légalise la violence et la domination, mais il ne saurait la légitimer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. D'une certaine manière de dire qu'on ne peut pas fonder non plus une société politique sur le droit du plus fort. Donc ça, c'est les chapitres 2 et 3. Donc il élimine la force. Il élimine la force, il élimine le droit par élimination. Par élimination. Et il montre aussi qu'on ne peut pas fonder le droit, une société politique sur le droit naturel. Et dans le chapitre 4, Rousseau montre également que on ne peut pas fonder, c'est-à-dire il montre que l'autorité que le maître a sur l'esclave est un fait qui est dénué aussi de droit. L'autorité que le maître a sur son esclave est un fait qui est dénué de droit. Parce que, dit-il, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Et que par conséquent, cette autorité que le maître a sur l'esclave est un fait qui est dénué de droit. Donc, là aussi, il rejette. Donc le chapitre 4, il rejette aussi l'esclavage. Le titre, c'est de l'esclavage. Très bien. Très bien, madame. Oui. Et donc, à partir de là, à partir du chapitre 5, apparaît donc la nécessité, chez Rousseau, d'établir une convention première, un premier pacte social qui n'est pas fondé sur la force. Puisqu'il a déjà éliminé. Et donc des conventions illégitimes, et là il met en place ce qu'il considère comme étant le véritable fondement d'une société politique. C'est ainsi que les chapitres 5 et 6 vont fixer les conditions du pacte social.
Les chapitres 5 et 6 vont fixer les conditions du pacte social. Et les conditions, c'est trouver une forme d'association par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Très bien. Là, nous sommes dans le chapitre 6. Et l'ensemble des contractants ou corps politiques devient alors le souverain chez Rousseau. Donc, c'est le peuple qui est souverain. Quand il a éliminé les pouvoirs illégitimes, donc ici, il nous montre comment faire pour aboutir, pour avoir un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime, fondé sur ce qu'il appelle sur son fameux contrat. Sur cette première convention première, c'est pacte social. Et dans le chapitre 7, Rousseau met alors en place... Donc, le chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est dans le chapitre 5 et 6 où il fixe les conditions du pacte social. Les conditions du pacte social, c'est le chapitre 5 et 6. Et dans le chapitre 7... Donc, dans le chapitre 6, il parle des lois, donc. Oui. Il explique les lois. Oui, c'est-à-dire il revient sur les conditions de manière générale du pacte social. Comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver une forme d'association par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et il montre comment l'ensemble des contractants devient alors le souverain. Alors, dans le chapitre 7, Rousseau met en place le concept central du souverain. Et le souverain, chez Rousseau, ne peut pas avoir d'intérêt contraire à ceux des individus qui le constituent. Parce que ce sont les individus, ce sont les contractants qui constituent le souverain, le peuple. Grâce à un législateur. Oui, on reviendra sur la question, la question du législateur d'ailleurs. Et dans le chapitre 8, Rousseau fait une comparaison entre l'état de nature et l'état social. Ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Il y a un texte déjà qui était sorti au bac et qui portait sur cette question, sur cette comparaison entre l'état de nature et l'état civil. Ça, c'est le chapitre 9, chapitre 8. Dans le chapitre 9, enfin, Rousseau définit la notion de propriété et précise les rapports qui existent entre ce qu'il appelle propriété individuelle et propriété collective. Parce que, dit-il, les droits de l'individu sur ses propres biens étant toujours subordonnés à ce que la communauté a sur les siens. Donc voilà en gros, Madame Badiane, un résumé du livre 1 du contrat social qui s'articule autour de 9 chapitres. Et à travers ce livre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un livre qui tourne essentiellement autour du contrat social, n'est-ce pas, fondement légitime de toute société politique. Très bien. Donc, nous allons passer par là pour essayer d'expliquer le deuxième livre. Oui. Qu'est-ce que Rousseau dit dans le deuxième livre? Dans le deuxième livre, c'est un livre qui analyse les caractères spécifiques de la notion de souveraineté. Et il faut rappeler que chez Rousseau, il n'est pas question de soumission à un souverain, comme c'est le cas chez Hobbes. Donc il réfléchit sur la question de la législation. Il reviendra sur la législation, mais de manière générale sur la question de la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est le pouvoir suprême d'où dérivent tous les autres pouvoirs. Et donc, dans le livre 2, il analyse les caractères spécifiques de la notion de souveraineté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Rousseau, il n'est plus question de soumission à un souverain, comme c'était le cas chez Hobbes. Parce que chez Rousseau, c'est le peuple qui est souverain. Et les lois qu'il se donne étant l'expression de la volonté générale. Je reviendrai sur cette question de la volonté générale. Et donc, la souveraineté qui n'appartient qu'au peuple, c'est le pouvoir suprême d'où dérivent tous les autres pouvoirs. C'est ainsi que, dès le chapitre 1er, Rousseau montre tout d'abord que la souveraineté est inaliénable. C'est important. Dès le chapitre 1er, il montre que la souveraineté est inaliénable. Donc, si l'élève voit dans un texte où Rousseau explique l'inaliénation de la volonté générale, donc l'élève saura que ici, c'est dans le livre 2 où Rousseau explique dans le chapitre 1 donc, que la volonté générale est inaliénable. Et c'est une façon de dire que le peuple ne peut pas s'en dessaisir, s'en départir. C'est inaliénable. Parce que tout simplement, cette souveraineté, elle est l'expression de la volonté générale. Elle ne peut être subordonnée à la volonté d'un tiers. Là, nous sommes dans le chapitre 1er. Donc, où il montre que la souveraineté est inaliénable. Très bien.
Chapitre 2, Rousseau montre également que la souveraineté est indivisible. C'est le deuxième caractère de la souveraineté. Dans le chapitre 1er, il a montré que c'est les principes, les caractéristiques de la souveraineté. Dans le chapitre 1, la souveraineté est inaliénable. Dans le chapitre 2, la souveraineté est indivisible. Donc, si on essaie de diviser la souveraineté, ça ne devient plus une... Autrement dit, chez Rousseau, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Vous voyez ici que Rousseau s'oppose à Montesquieu dans son Esprit des lois, publié en 1748, où il montre une séparation des pouvoirs. Alors que chez Rousseau, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La souveraineté est indivisible. Là, nous sommes dans le chapitre 2. Donc, si l'élève voit quelque part où il dit la souveraineté est indivisible, donc l'élève saura que nous sommes dans le chapitre le livre 2. Chapitre 2. Très bien. Donc là, c'est le chapitre 2. Et dans le chapitre 3, Rousseau assure également que la souveraineté est infaillible. Une troisième caractéristique. Donc il y a 3 caractéristiques. La souveraineté est inaliénable dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, la souveraineté est indivisible. Et dans le chapitre 3, la souveraineté est infaillible. C'est-à-dire ne peut pas errer. Ne peut pas errer, autrement dit qu'elle est incapable d'erreur. La souveraineté est incapable d'erreur parce que tout simplement, dit-il, le peuple ne peut vouloir que son propre bien, qui est celui de tous, qui est celui du peuple lui-même. Nous sommes dans le chapitre 3. Très bien. Et dans le chapitre 4, c'est toujours autour de la souveraineté, Rousseau évoque les limites de la souveraineté. Parce que cette souveraineté, elle n'est pas sans borne, elle est bornée, elle est limitée. Parce que, dit-il, il arrive que la volonté générale subisse des influences qui la détournent de son véritable objet. Voilà pourquoi une telle souveraineté doit être limitée. Et là, ces limites de la souveraineté, mais il les aborde dans le chapitre 4. Donc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 tournent essentiellement autour des caractéristiques de la souveraineté. Et dans le chapitre 5, c'est un chapitre qui est consacré à la peine de mort. Parce que, mais pas sans savoir que Rousseau était pour la peine de mort. Et il la justifie en montrant qu'une société a le droit de se défendre en retranchant de son corps quelqu'un qui, comme un ennemi, a attaqué le droit social. C'est cohérent dans la mesure où, pour lui, le citoyen doit sa liberté à l'État. Bien sûr. Donc, s'il se permet d'être l'ennemi de l'État, l'État a le droit de l'éliminer. L'État a le droit de mettre fin à sa vie. Mais c'est un débat. Mais il revient au chapitre suivant pour nuancer un peu. Pour dire que même si l'État a le droit, a la possibilité de mettre fin à la vie du citoyen qui devient l'ennemi de l'État qui lui a donné la liberté, donc ce citoyen-là, l'État a la possibilité quand même de trouver une autre solution. Mais retournons donc dans le chapitre 5. Le chapitre 5 évoque la question de la peine de mort, et qu'il a essayé de justifier par les raisons que j'ai avancées tout à l'heure. Ça, c'est le chapitre 5. Et les chapitres 6 et 7 vont éclaircir les notions de loi et de législateur qui sont directement associées au concept de souveraineté. Les notions de loi et de législateur, c'est les chapitres 6 et 7. Et donc, c'est là où Rousseau dit que la vraie liberté réside dans l'obéissance aux lois, car celle-ci est l'expression de la volonté générale. Donc le chapitre 6, il nous parle des lois. Et dans cette perspective, Rousseau de dire que la vraie liberté réside dans l'obéissance aux lois. Vous voyez comment Rousseau réconcilie liberté et obéissance aux lois. Donc la législation permet au corps politique de se conserver. De certaine manière. Et que donc, comme il le dit, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Parce que si c'est le peuple qui vote la loi, si le même peuple décide d'obéir à la loi qu'il a votée, mais il dit le peuple n'obéit qu'à soi-même. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, dit Jean-Jacques Rousseau. Et donc, pour ce qui est maintenant du législateur, il joue un rôle prépondérant dans la théorie de Jean-Jacques Rousseau. Donc ici, la loi, il faut que la loi soit l'expression de la volonté, générale.
quand on obéit qu'à soi. Qu'à soi-même. Et donc, voilà pourquoi la loi, elle est votée directement. Dans la démocratie que nous propose Rousseau, c'est une démocratie directe. C'est le peuple qui vote directement les lois. Alors que nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative où il y a des députés qui votent, qui représentent le peuple et qui votent les lois au nom du peuple. Alors que dans la démocratie que nous proposait Rousseau, c'était une démocratie directe. Parce que c'est le peuple lui-même qui vote directement les lois. Et il faut quand même dans une société des lois pour prévoir et pour prévoir des sanctions aussi. D'une certaine manière, d'une certaine manière. Et donc, dans cette perspective, je disais tout à l'heure que le législateur, n'est-ce pas, garde un rôle prépondérant dans la théorie de Rousseau. Parce que c'est au législateur... Dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7. Et c'est au législateur, oui, que revient le rôle d'adopter, d'organiser les lois que la volonté générale va adopter. Donc c'est lui qui organise les lois, le législateur. Et quand il organise les lois, il tient compte d'un certain nombre de conditions. Notamment, ça peut être l'âge du peuple. Là, nous sommes dans le chapitre 8. Parmi ces conditions... Et quelle est la caractéristique du législateur selon Rousseau? Oui, le législateur doit être une personne responsable. Oui, parce que... Donc suggère. Oui, de cette manière. Mais ne commande. Mais bien sûr, il doit être très responsable, parce que c'est lui qui organise les lois que la volonté générale va adopter. Et donc, il joue un rôle assez important dans la théorie de Rousseau. Et donc, je disais que le législateur donc, organise les lois en tenant compte d'un certain nombre de conditions. D'abord, j'ai parlé de l'âge du peuple, là nous sommes dans le chapitre 8, en tenant compte aussi de l'espace qu'il occupe et sa densité, nous sommes dans le chapitre 9, en tenant compte aussi de son économie, nous sommes dans le chapitre 10, et il y a donc divers systèmes de législation, nous sommes dans le chapitre 11, et enfin, il y a diverses sortes de lois selon la convenance, nous sommes dans le chapitre 12. Donc voilà en gros, en résumé. Donc dans le chapitre 8, oui. Pour comprendre ce que vous avez dit, dans le chapitre 8, oui. 9 et 10, oui. il parle du peuple. Du peuple. Ok. Et par rapport surtout aux lois, c'est-à-dire aux lois, en tenant compte, parce que les lois dépendent aussi d'un certain nombre de conditions, l'âge du peuple, sa densité, son économie, et donc ce qui fait qu'il y a divers systèmes de lois, divers systèmes de législation, il y a diverses sortes de lois. Donc, dans le chapitre 8, tout à l'heure, vous avez expliqué, oui. quand il parle de l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Donc, de cette il manière. parle ici d'obéissance. D'obéissance. Oui. Très bien. Et mais donc, ce n'est pas une obéissance aveugle. Ah bien sûr, oui. Ah bien sûr, parce qu'on obéit à la loi qu'on s'est prescrite. Et donc l'obéissance n'est jamais aveugle de cette manière. Donc, chapitre 8, en tenant compte de l'âge du peuple, chapitre 9, en tenant compte de l'espace qu'il occupe de sa densité, chapitre 10, en tenant compte de son économie. Dans le chapitre 11, comme j'ai dit tout à l'heure, il évoque divers systèmes de législation. Oui, effectivement. Et dans le chapitre 12... Et là, il explique que la liberté et l'égalité sont des objets principaux d'un système de législation. Très bien. Très bien. Et là, c'est fondamental chez Rousseau. Bien sûr. Oui. Et enfin, dans le chapitre 12, il aborde diverses sortes de lois selon la convenance. Donc, il fait une division des lois. Des lois. Et donc, nous avons 12 chapitres, n'est-ce pas, qui composent le livre du contrat social. Il y a combien de sortes de lois dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'il dit quand il divise la loi? Oui, parce qu'il dit que les lois sont relatives à chaque société et par rapport à ses conditions. Donc les lois politiques, les lois civiles et les lois criminelles. Oui, et donc il y a diverses sortes de lois. Oui. Et là, nous sommes à la fin du livre 2, et diverses sortes de lois, etc. Donc, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les lois, chez Rousseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont votées par le peuple. Oui. C'est le peuple qui vote les lois. Et voilà pourquoi les lois, toutes les lois expriment la volonté générale. Et Rousseau réussit donc à réconcilier l'obéissance aux lois et la liberté. Parce qu'en obéissant aux lois... Là, pour montrer le charisme de Rousseau, il n'oublie même pas les mœurs, il n'oublie pas les coutumes, et surtout, il n'oublie rien. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il prend en compte, et tout ça est dédié au législateur. Et tout ça est dédié au législateur. Et donc, moi, je dirais tout simplement que cette œuvre de Jean-Jacques Rousseau constitue un tournant décisif de la modernité. Oui, de la modernité.
c'est un ouvrage qui s'est imposé comme un des textes majeurs de la philosophie politique et sociale. Et en affirmant, par exemple, la souveraineté du peuple, souveraineté qui est appuyée sur des notions de liberté, d'égalité et de volonté générale. Donc c'est une œuvre... Là où il dit, une organisation sociale doit impérativement reposer sur un pacte. Pacte, oui. Qui doit garantir la liberté et l'égalité des citoyens. Oui. Auparavant, ce n'était pas comme ça, parce Bien que sûr. Hobbes n'avait pas conçu le pacte comme ça. Oui, donc il y a vraiment une amélioration, parce qu'il permet au sujet, qui permet aux citoyens d'être libres, alors que chez Hobbes, le citoyen recherchait tout simplement la sécurité et non pas la liberté. La liberté. Alors que chez Rousseau, le principe fondamental, c'est la liberté. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Oui. Voilà pourquoi il considère que le contrat de Hobbes, il dit que le contrat de Hobbes est un contrat qui est nul. Parce que c'est un contrat qui oblige à l'individu de se déposséder de sa liberté, de se départir de sa liberté. Alors que la liberté, c'est la qualité de l'homme, dit Jean-Jacques Rousseau. Et qu'est-ce que Rousseau entend par la volonté générale? Alors, la volonté générale, ici... Parce que là, j'entends des gens expliquer la volonté générale, mais c'est comme si ce que Rousseau entend par volonté générale, ce n'est pas ce qu'il explique en général. Oui, en fait, à travers la volonté générale, le peuple, n'est-ce pas, vise l'intérêt collectif. Donc c'est ce qui est généralisable. Oui, d'une certaine manière. Et que donc, quand le peuple vise son propre intérêt à travers une loi, et quand ce même peuple décide de voter cette loi-là, mais cette loi exprime la volonté générale. Donc cette volonté générale doit s'appuyer sur la raison. Bien sûr. Bien sûr, parce que le peuple ne peut pas quand même vouloir quelque chose qui serait contraire à son propre intérêt. Donc je vois pourquoi Kant a été influencé par Rousseau. Mais de certaine manière, manière. Et donc, le peuple ne peut vouloir, dit-il, que son propre intérêt, que son propre bien. Voilà pourquoi tout à l'heure, il disait que la souveraineté, elle est infaillible. Elle est infaillible parce qu'elle est incapable d'erreur, même si une telle volonté peut être influencée par des forces extérieures. Mais regarde, Rousseau est formidable. Dans la mesure où il dit, le souverain, on peut utiliser la peine de mort. Oui. Mais même si on peut l'utiliser, il y a une autre solution. Il atténue au chapitre suivant en disant que donc, on peut, même s'il peut l'utiliser, il peut faire une sorte de rééducation. Oui, de cette manière. Donc, rééduquer. Oui. Donc là, on voit que Rousseau est moderne. Ah, très moderne. Très moderne. Une solution. C'est une œuvre qui a vraiment été un tournant décisif pour la modernité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les sociétés d'aujourd'hui, cette question, elle est soulevée. Cette question de rééducation, n'est-ce pas Même s'il pourrait mettre fin à la vie de celui-là qui devient l'ennemi de l'État, il ne va pas le faire, mais il va trouver une solution alternative en le rééduquant. Très bien. Il est extraordinaire. Ah oui, il trouve une solution. Ah, bien sûr, c'est une œuvre très féconde. C'est une œuvre très féconde et on le dit souvent que la plupart des grands réformateurs de la société ont puisé dans le contrat social des arguments susceptibles de soutenir le projet. Très bien. Et oui, et donc il a beaucoup marqué son histoire, Jean-Jacques Rousseau. Très bien. Donc si je comprends, pour résumer un peu ce que vous avez dit, vous nous avez dit que la souveraineté populaire est le principal fondement du contrat social. Le principal fondement du contrat social, et que cette souveraineté aussi est indivisible. Cette souveraineté est indivisible. Oui. Inaliénable et infaillible. C'est-à-dire ne peut pas errer. Donc l'intérêt personnel s'oppose à la recherche de l'intérêt général. À l'intérêt général. Oui. Donc ici, quelle est la finalité du contrat? C'est ce que nous avons dit, je crois, que quand nous avons commencé notre propos. C'est-à-dire, la finalité, c'est d'imaginer une société meilleure. Parce que on a vu que Rousseau avait constaté qu'il y avait un mal social et qu'il fallait réformer la société. Même si c'est vrai que c'est une société, la société meilleure, c'est une société idéale, mais au moins il faut tendre vers cet idéal-là. Et donc le contrat social est une solution politique que Rousseau apporte, n'est-ce pas, face à la dégradation des sociétés civiles. Même si, quand même, il reconnaît
que ça peut être un idéal, parce qu'il dit que quand il parlait déjà de son état démocratique, il disait qu'un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Mais l'idéal, l'essentiel, c'est de tendre vers cet idéal-là. Et donc, c'est important, cette société, n'est-ce pas, imaginée par Rousseau à travers, n'est-ce pas, le contrat social, une société fondée sur un contrat, n'est-ce pas, un contrat qui constitue le fondement légitime de toute société, de toute autorité politique. Quand il procède par élimination. Et on ne peut pas fonder un pouvoir légitime sur la famille, sur le droit du plus fort, et sur l'esclavage, mais on ne peut le fonder que sur un contrat. Un pacte. Et que ce pacte-là, il est extraordinaire quand il prévient toute société à ne pas rompre avec ce contrat. Avec ce contrat, bien sûr. Parce que c'est le risque d'un retour. Oui, à l'état de nature. Oui. Où l'homme, il n'y avait pas, la liberté était illimitée. Oui. Donc c'est ce contrat-là qui nous permet d'abandonner cette liberté illimitée, naturelle, et d'avoir une liberté politique, une liberté civile fondée sur des lois. Donc l'homme, dans le contrat, va abandonner la liberté naturelle pour gagner une liberté civile. Donc ce qu'on gagne avec le contrat, c'est une liberté civile grâce aux lois. Grâce aux lois, oui. C'est tellement actuel. Mais bien sûr. Et merci beaucoup, doyen, de Badara Ndiaye. En tout cas, il est professeur au lycée des Parcelles Assainies, je le répète. Donc, monsieur Ndiaye, merci vraiment de nous avoir expliqué ce contrat social qui est très technique. Technique dans la mesure où c'est aussi un livre actuel qui règle des solutions actuelles qui intéressent vraiment tous les gouvernements. Maintenant, puisque nous sommes une émission spéciale et que pour trouver une solution et essayer de venir en aide aux élèves, on va essayer d'expliquer, donner un texte aux élèves pour essayer d'expliquer comment faire pour faire le second tour. Parce que puisque le second tour, c'est une épreuve où l'élève va avoir un texte qui portera soit sur le contrat social pour les terminales L, soit sur l'apologie de Socrate. Donc, vous allez nous expliquer comment on va faire pour traiter l'épreuve du second tour. Très bien. Oui. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, M. Ndiaye va nous expliquer et va aider les élèves à comprendre comment on résout et comment on va exploiter un texte au second tour. M. Ndiaye, nous avons un texte. Le texte que vous nous proposez, donc c'est un texte tiré du contrat social de Rousseau. Donc ce texte-là, vous allez expliquer aux élèves comment on fait pour vraiment faire le second tour. Oui. Souvent, c'est au second tour, pour les élèves de série L, c'est un texte qui est tiré soit du contrat social de Jean-Jacques Rousseau ou de l'apologie de Socrate, de Platon. Et donc, si nous avons un texte ici tiré du contrat social, c'est souvent un texte qui est suivi de questions, 4 généralement. Et donc, l'élève doit commencer par lire attentivement le texte. Parce qu'il s'agit de répondre à des questions de manière précise. Et donc, il est important de lire le texte avec un crayon à la main pour souligner les parties importantes, les parties essentielles, les mots clés du texte. Donc on lit avec crayon à la main. On lit avec un crayon à la main, en soulignant les passages importants. C'est important. Donc, ça te permet déjà de repérer un peu l'origine du texte, c'est-à-dire où le texte peut être tiré. C'est important. Parce que c'est souvent par rapport à la première question. Nous reviendrons. Et donc, il est important de lire un texte attentivement, de lire et de relire le texte. Des lectures réitérées, attentives. Et donc, dans ce texte, je vais lire. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent, par leur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors, cet état primitif ne peut plus subsister et le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces,
mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autres moyens pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de force ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagerait-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Très bien. Et donc, il est important de lire le texte et de le relire. Et vous voyez que dans le texte, il dit qu'il parle d'hommes qui sont parvenus à un point où des obstacles qui nuisent à leur conservation, la conservation des hommes, ou ça dans l'état de nature. C'est important de souligner l'état de nature, parce que Rousseau est en train d'évoquer l'état primitif, l'état de nature, par la résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, etc. Donc vous voyez que Rousseau est en train d'évoquer les obstacles qui s'opposent, n'est-ce pas, à la survie, à la conservation de l'homme à un moment donné dans cet état de nature. Parce que l'homme a vécu dans cet état de nature et à un moment donné, il s'est confronté à des obstacles qui font que l'homme, pour survivre, était obligé de changer sa manière d'être. Okay. Et voilà ce qui motive un tout petit peu le contrat social de Rousseau. Donc c'est pourquoi il dit le genre humain périrait s'il ne changeait pas de manière d'être. Autrement dit, il était obligé de sortir de cet état de nature pour entrer dans un état civil. Okay. Et donc le contrat est à la base, n'est-ce pas, de cette organisation, de cette nouvelle organisation, n'est-ce pas? Donc, ne serait-ce que ce verbe périr va permettre à l'élève de savoir que donc on ne gagne, et on gagne beaucoup avec le con. Parce que sinon l'homme allait disparaître. Et donc, pour sa survie, l'homme devait changer de manière d'être. Et comment changer de manière d'être? C'est par l'intermédiaire de ce contrat. Donc, de signer un pacte pour décider de quitter l'état de nature pour entrer, n'est-ce pas, dans l'état social. Or, comme il le dit dans le deuxième paragraphe, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autres moyens pour se conserver que de former par une agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. On voit qu'à travers ce paragraphe, Rousseau montre l'importance de cette association. Parce qu'à un moment donné, on dit que l'union fait la force. Pour survivre, pour se conserver, l'homme était obligé de s'associer avec ses semblables. Pour ne pas périr. Pour ne pas périr. Très bien. Et donc là, nous sommes dans le deuxième paragraphe. Dans le troisième paragraphe, il revient pour dire cette somme de force ne peut naître que du concours de plusieurs. C'est-à-dire c'est l'ensemble des individus qui s'associent pour former, n'est-ce pas, cette société. Mais la force et la liberté, c'est important le mot liberté parce qu'on va y revenir à travers les questions. Mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagerait-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Il dit cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. Donc on retient qu'on est toujours dans l'état de nature, dans cet état primitif, et dans cet état de nature, l'homme était libre. On parlait de liberté naturelle. On reviendra un peu sur cette liberté naturelle qui était un droit illimité, le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour sa conservation. Et donc montrer que l'homme dans l'état de nature, il y avait des avantages, n'est-ce pas? Il disposait de sa force, de sa liberté pour se conserver. Et il dit à la fin de ce paragraphe, cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. 2 points. Et là, il met en place ce que j'appelle les conditions même du pacte social. C'est un peu le dernier paragraphe, le quatrième paragraphe, la solution qu'il apporte. Trouver une forme d'association
là on parle d'associations entre individus, qui défendent et protègent de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. On voit que à travers cette solution, cette association règle la question de la sécurité, qu'on retrouvait chez Rousseau, parce que le contrat de Rousseau garantit la sécurité d'abord aux individus. Le contrat de Hobbes, excusez-moi. Donc ici, ce contrat garantit la sécurité, mais aussi la liberté. Parce qu'il dit, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, parce que le contrat oblige chacun à s'unir à tous, et de n'obéir pourtant qu'à lui-même. Alors, c'était ça la difficulté. Comment les hommes peuvent s'associer, obéir à des lois communes, sans pour autant renoncer à leur liberté. Et la solution trouvée par Rousseau, c'est de faire de telle sorte que les lois auxquelles nous obéissons, ces lois expriment la volonté générale. Et pour que les lois expriment la volonté générale, il faudrait que les lois soient directement votées par le peuple. Et donc, il dit, tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Jean-Jacques Rousseau, l'auteur, tiré du contrat social. Et vous avez vu, on donne l'auteur et le livre. Pas d'indication sur le livre, c'est-à-dire livre 1 ou livre 2, pas de chapitre. Parce que la première question est assez importante. Très souvent, la première question ne change pas. Aussi bien pour le contrat social que pour l'apologie de Socrate, la première question ne change pas. Donc, on va peut-être aller vers les questions pour donner quelques conseils par rapport aux élèves. Il y a 4 questions posées, à chaque question 5 points. Généralement, c'est 4 questions. Et je dis souvent, la première question, généralement, ne change pas. Aussi bien pour le contrat social que pour l'apologie de Socrate, la première question c'est, après avoir situé le texte dans l'œuvre, vous en dégagerez l'intérêt, l'idée générale. 5 points. Question 2. Quelle est, d'après Rousseau, la principale explication de la sortie de l'homme de l'état de nature? Question 3. Quelle définition de la liberté se dégage du texte? C'est important. Et enfin, 4e question. Les motivations qui fondent le contrat social sont-elles, selon vous, pertinentes? 5 points. Et donc, il est important de lire les questions et de les comprendre. Je dis souvent à mes élèves, aux candidats, on ne vous demande pas de faire une introduction. On vous pose une question, vous répondez aux questions, mais vous répondez de manière précise aux questions. Que une question ne serve pas de prétexte pour raconter tout ce que tu sais sur Rousseau. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous a posé des questions. Répondez précisément aux questions qui ont été posées. Surtout la première question, d'habitude on dit « et vous en dégagerez l'idée générale ». Eux, ils donnent l'idée générale du contrat social. Du contrat social, alors que c'est l'idée générale du texte. Alors qu'on vous demande l'idée générale du texte. Du texte. C'est-à-dire, tu restes dans le texte. On a pris, c'est un extrait de l'œuvre. Tu essaies de comprendre cet extrait-là. C'est important. Voilà pourquoi il faut lire et le relire. Et les questions qu'on vous pose, c'est en rapport avec le texte. Donc, le texte, il faut le comprendre, il faut le lire. Et quand vous répondez aux questions, répondez de manière précise. Sans faire des digressions. Répondez précisément en quelques lignes à la question qui a été posée. Donc, comment faire pour situer le texte? Alors, c'est important tout à l'heure. Déjà, à travers la question 1, c'est après avoir situé le texte dans l'œuvre, vous en dégagez l'idée générale. Donc, il y a 2 choses qu'on vous demande. D'abord, situer le texte dans l'œuvre. Ensuite, dégager l'idée générale du texte. 2 choses dans la même question. Et donc, pour situer le texte, c'est-à-dire il va falloir, comme nous sommes dans le contrat social, livre 1 et livre 2 sont retenus, mais il va falloir dire le livre d'où est tiré le texte. Est-ce que le texte est tiré du livre 1 ou bien est-ce que le texte est tiré du livre 2? C'est important. Et donc, un élève qui a compris le texte, un peu la structure de l'ouvrage, il sait que quand on parle de contrat, etc., nous sommes dans le livre 1. Le contrat social. Et Rousseau montre dans le chapitre 2 qu'on ne peut pas fonder société politique ni sur le droit naturel, ni sur le droit du plus fort, etc. Donc nous sommes dans le livre 1. Et donc il revient sur la question du contrat, les conditions du contrat, les chapitres 5 et 6. Les caractéristiques, etc. Donc là, tu essayes de retenir un peu le contenu du livre 1. Ce qui fait que quand on donne un texte, mais tu dis, mais dans ce texte, il parle de l'état de nature, il parle du contrat, il parle de la solution qu'il apporte.
tout de suite, tu dois penser au livre 1. Oui, effectivement. Donc, ce texte est tiré, soit en répondant après avoir étudié ce texte dans l'œuvre, mais ce texte de Jean-Jacques Rousseau est tiré de son ouvrage du contrat social. Dans le livre 1. Dans le livre 1. Très bien. Maintenant, quand un élève connaît le chapitre, c'est un plus. Oui. Ah oui, si l'élève connaît le chapitre, c'est un plus. Oui. Là, c'est beaucoup plus précis. Oui. Donc, est tiré du livre 1 du contrat social, chapitre, là, c'est le chapitre 6. Mais je pense que l'élève qui suit l'exposé que vous venez de faire peut dire que c'est dans le chapitre. Dans chapitre 6. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, si tu sais, le livre est tiré, c'est déjà quelque chose. Donc, ce texte est tiré du livre 1. Maintenant, si tu connais le chapitre, tu le dis. Si tu ne connais pas le chapitre, n'invente pas. Ok. Comment il va faire pour savoir que ça, c'est dans le livre 2? Dans les livres 2, parce que le livre 1 a tourné autour du contrat social, mais le livre 2 a tourné essentiellement autour de la notion de souveraineté. Les caractéristiques de la souveraineté. Quand tu vois un texte, il dit que la souveraineté est inaliénable. Nous sommes dans le livre 2, infaillible. Nous sommes dans le livre 2, la souveraineté est indivisible, que la souveraineté a des limites. Dans le chapitre 5, il parlait de la peine de mort. Chapitre 6 et 7, il revient un peu sur les lois, etc. La loi, le législateur. Et donc, tu vois que... Immédiatement, ah oui, tu dois penser au livre 2. Saura que c'est dans le livre 2. Oui. Très bien. Et donc, c'est la première chose qu'on vous demande. De situer le texte dans l'œuvre. Ensuite, vous en dégagez l'idée générale. C'est important. Qu'est-ce qu'une idée générale? Mais l'idée générale, c'est l'objet du texte. Ce quoi parle le texte de façon générale. Le texte parle de quoi? L'idée générale, c'est l'objet du texte. Ce dont parle le texte de façon générale. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? C'est quoi l'idée générale du texte? Et donc, on sent que dans ce texte, par rapport à la première question, il faut situer le texte et ensuite dégager l'idée générale. L'idée générale, c'est l'objet du texte. Et donc, quand tu lis un texte, tu vois que l'auteur est en train d'évoquer un peu l'état de nature, les obstacles auxquels l'homme était confronté, les obstacles qui ont poussé l'homme à sortir de cet état de nature pour entrer dans l'état social. Et vous voyez que vers la fin du texte, il dit qu'il donne un peu la solution qu'il propose, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Il termine le texte en disant « Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution ». Et donc, on voit bien que dans ce texte, l'auteur aborde, comme il le dit, mais le problème fondamental, n'est-ce pas, problème auquel le contrat social va apporter une réponse, une solution. Et donc, dans ce texte, il revient un peu sur les obstacles, n'est-ce pas, qui ont poussé l'homme à quitter l'état de nature pour entrer dans l'état social, et il évoque les conditions même du pacte social. C'est vers la fin. Et donc, c'est ça l'objet du texte. Ce texte aborde, n'est-ce pas, les obstacles qui ont poussé l'homme à quitter l'état de nature pour entrer dans l'état social et un petit peu les conditions, n'est-ce pas, du pacte social. Pour sa survie même. Pour sa survie. Parce que l'homme était obligé pour sa survie de quitter l'état de nature pour vivre en société. C'était vraiment une obligation. Parce que sinon, le genre humain allait périr. Et donc, pour ne pas périr, il fallait que l'homme change sa manière d'être. Et donc, l'idée générale a tourné autour de ces obstacles-là, c'est-à-dire de ce qui a poussé les hommes, n'est-ce pas, à quitter l'état de nature pour entrer dans l'état social. Très bien. Et donc, tu réponds en quelques lignes par rapport à la première question. Ce texte de Jean-Jacques Rousseau nous parle de, et là vous donnez l'idée générale. L'idée générale, oui. Très bien. De manière très pratique et concise. Et pas de digression. Vraiment, vous répondez de manière précise à la question. Et ce texte tiré du contrat social dans le livre 1 nous parle de. Donc là, vous donnez les conditions qui ont poussé les hommes à quitter l'état de nature vers l'état civil pour sa survie, c'est-à-dire pour que le genre humain ne périsse pas. Quand vous répondez de manière précise à la question elle est une sur 5. Le prof peut te donner au moins 4. Tu as 4 points. Minimum, tu as 4 points. Tu réponds de manière précise en évitant, de faire quand même certaines fautes, etc. Donc ça vous enlève des points. Des points, Et donc répondez de manière précise et à la concise, question. parce que cette réponse
concise et précise. Et important. Vous permet même de ne pas faire trop de fautes. Mais bien sûr, Oui. bien sûr. Donc, on n'a pas obligé de faire 2 pages pour répondre à une question. À une question. Parce qu'on Très le voit bien. souvent aussi au bac. Oui. Vous répondez à quelques lignes, mais à la question. Et de manière tu passes à claire. une deuxième question. Très bien. Et la deuxième question, M. Ndiaye. Oui. Quelle est, d'après Rousseau, la principale explication de la sortie de l'homme de l'état de nature? Oui, donc la question 2, c'est quelle est, d'après Rousseau, la principale explication de la sortie de l'homme de l'état de nature. Et je dis souvent que la réponse à cette question est dans le texte. Oui. L'élève doit lire attentivement le texte et trouver la réponse à cette question. Parce que la principale explication de la sortie de l'homme à l'état de nature, c'était les obstacles auxquels l'homme était confronté. Oui. Parce qu'à un moment donné, l'homme ne pouvait plus continuer à survivre dans ces conditions. Donc, le milieu physique n'était plus favorable à la survie de l'homme. Et donc, l'homme, pour survivre, pour ne pas périr, il était obligé de quitter l'état de nature qui n'était plus clémente pour l'homme, pour vivre en société. Voilà la principale explication, d'après Rousseau, de la sortie de l'état de nature. Pour ne pas périr. Pour ne pas périr de l'état de nature. Pour changer. Donc, surtout, c'est important. Oui. Donc, pour ne pas périr, donc la principale explication, pour ne pas périr, pour survivre. Et pour se conserver. Et se conserver, l'homme était obligé de quitter l'état de nature pour vivre en société, dans l'état social. Et donc, c'est la principale explication de l'état de nature. Mais très souvent, les élèves font des amalgames regrettables. Ils confondent Rousseau et Thomas Hobbes. Oui. Parce que je me rappelle, quand j'ai corrigé cet exercice, des élèves m'ont dit l'homme est sorti de l'état de nature parce que l'état de nature était l'état de guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. J'ai dit non. Ça c'est Hobbes. C'est Hobbes. Ça c'est Hobbes, et d'ailleurs, ça c'est pas ce Rousseau. qui différencie Hobbes et Rousseau, parce que Rousseau, pour la finalité du pacte social de Rousseau, c'est la sécurité. Bien sûr. Alors que la finalité du pacte social de Jean-Jacques Rousseau, c'est que l'homme, même s'il abandonne la liberté naturelle, va être aussi libre qu'auparavant. Et donc, ce qu'il gagne, c'est qu'il ne va pas périr. Parce que cette situation dans l'état de nature n'était pas... l'homme ne pouvait pas se conserver. L'homme n'était pas en sécurité. Et là, donc, puisque ce n'est fondé ni sur le droit du plus fort, ni sur le droit familial, ni sur l'esclavage, donc actuellement, l'homme va gagner avec la liberté, avec la liberté civile. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que, je le dis souvent aux élèves, Rousseau et Hobbes sont tous les deux des théoriciens du contrat social. Mais ils n'ont pas la même conception de l'état de nature, ils n'ont pas la même conception du contrat social. Hobbes, c'est l'absolutisme. Ah oui, l'état de nature chez Hobbes est un état de guerre, de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Alors que l'état de nature chez Rousseau est un état de paix. L'homme était heureux dans l'état de nature. Mais c'est avec les transformations du milieu physique que l'homme était obligé, pour survivre, pour ne pas périr, de quitter cet état primitif pour entrer dans un état social. Regarde, tout ça, ça y est dans le texte. C'est dans le texte. Il suffit de lire. C'est-à-dire que l'élève doit lire le texte. Mais important. Impérativement et relire plusieurs fois pour pouvoir déceler les réponses qui sont dans le texte. Mais bien sûr. Je sais que même si un élève n'avait pas fait le contrat social, mais il peut répondre à cette question. Il suffit de lire en lisant le texte. Il peut répondre à cette question. Donc il n'a pas besoin de faire de digression, bien sûr. De dire tout ce qu'il connaît sur Rousseau. Il faut comprendre le texte. Donc il faut qu'il nous explique pourquoi. Donc qu'est-ce que l'homme y gagne. Mais bien sûr. Et tout est dans le texte. Bien sûr. Et donc voilà un peu par rapport à la deuxième question. Par rapport à cette troisième question, quelle définition de la liberté se dégage du texte? Quelle définition de la liberté se dégage du texte? C'est important, on parle du texte. Dans ce texte, c'est vrai, l'auteur parle de liberté. Un peu vers le deuxième paragraphe, si on peut voir le deuxième paragraphe. Et là, il parlait de liberté. Il dit, par exemple, ici, « Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont pas d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. » Troisième paragraphe, il dit « Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté, c'est la seule fois où il cite liberté dans le texte. La force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation. Mais au moins, tu sais que cette liberté-là, c'est la liberté que l'homme avait dans l'état de nature. Donc, c'est une liberté naturelle. C'était une liberté illimitée. L'homme avait le droit de tout faire, de faire tout ce qui est nécessaire pour se conserver. Et donc, c'était la liberté. Sa conception de la liberté dans le texte, c'est la liberté naturelle. Maintenant, cette liberté naturelle, l'homme va la perdre. Et dangereuse.
Oui, Et parce que c'est une liberté qui peut nuire même la propre personne. Et que dans cette perspective, il le dit, c'est une liberté illimitée. Et il dit dans le texte, cette somme de force ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Et donc, la conception de la liberté qui se dégage dans ce texte, ben, c'est une liberté naturelle, illimitée, le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour sa conservation, et donc c'est la fameuse liberté naturelle dans l'état de nature, qui peut nuire l'homme, d'une certaine manière, alors que la liberté qu'on va gagner dans l'état civil, c'est une liberté civile, une liberté garantie par la loi. Parce que Rousseau dit, ben, il n'y a pas de liberté sans loi, car celle-ci en est la condition. Et donc, la loi devient même la condition de la liberté civile. Mais là, il est question de la liberté naturelle. Il fallait simplement préciser que cette liberté naturelle, c'était une liberté illimitée, le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour se conserver. Vous aurez répondu à la troisième question. Et enfin, il y a une quatrième question qui dit, les motivations qui fondent le contrat social sont-elles, selon vous, pertinentes? Et là, l'élève doit savoir que, mais la quatrième question, on est obligé de sortir du texte. Oui. Parce qu'on vous demande votre avis personnel. Tu donnes votre avis personnel. Parce qu'on vous demande si, selon vous, les motivations qui fondent le contrat social, est-ce qu'elles sont pertinentes? Et les motivations, Rousseau l'a dit dans le texte. Oui. Et donc, c'est pour ne pas périr. Pour ne pas périr, hein, pour se conserver, pour continuer de survivre, etc. Et que donc, les motivations sont là. Est-ce qu'elles sont pertinentes? L'élève peut trouver ces motivations pertinentes. Mais parce que, sinon, l'homme allait périr. Et pour ne pas périr, pour continuer de vivre, l'homme était obligé, n'est-ce pas, de quitter cet état primitif, d'abandonner la liberté, etc. Mais quelqu'un d'autre aussi est libre de considérer que ces motivations ne sont pas pertinentes. Quelqu'un peut décider de critiquer, par exemple, l'idée de contrat social, dit qu'en fait c'est une simple hypothèse, hein, en faisant appel, par exemple, à Marx qui dit que mais à travers le contrat social, c'est une association. Alors, parler d'association, c'est supposer que l'individu serait antérieur à la société. Alors que, pour Marx, l'individu réel ne peut jamais préexister à la société, parce que l'individu est un produit de la société. Et donc, voyez comment Marx critique cette théorie du contrat social, pour dire qu'en fait, la société n'est pas une association d'individus. Ce n'est pas une association. Parce que si la société était une association, c'est comme si l'individu était premier, et que la société vient après. Alors que, pour Marx, l'homme est un produit de la société. Il ne peut pas y avoir d'homme sans société. Donc l'individu ne peut pas préexister à la société dont il est au contraire le produit. Et donc l'élève est libre de donner son point de vue par rapport à cette question. Et souvent ça peut être une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'élève était obligé de sortir du texte, de prendre un recul pour donner son point de vue par rapport au... C'est une question d'ordre général où l'élève donne son point de vue. Donc ça peut... L'élève peut tomber sur ce genre de questions. Il a la possibilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit de dire quelles sont pertinentes ces motivations, ou de remettre en question ces motivations. L'essentiel, c'est d'argumenter. Et donc, en répondant à ces questions de manière précise, voilà, chaque question est notée sur 5. Les avoir 18 ans. Ah oui, mais sur 5 questions, à chaque fois, quand tu as par exemple 4, mais 4 fois 4, c'est déjà 16 points. Et donc, je crois que si l'élève prépare bien l'épreuve du deuxième tour, c'est une épreuve où il peut avoir quand même une bonne note. S'il a vraiment étudié minimum 15, les œuvres au programme. Et s'il lit le texte très bien, important. Pour pouvoir sortir et comprendre. Parce que là, il faut oser questionner le texte. Surtout. L'élève doit oser questionner le texte. Il s'agit de quoi ici? On me parle de quoi? Qu'est-ce que Rousseau veut me faire comprendre? Donc, qu'est-ce qu'il défend? Donc ici, il vous explique. Donc tout est dans le texte. Mais bien sûr. Donc l'élève doit apprendre à lire le texte et à questionner le texte. C'est important. Et donc en lisant et en questionnant le texte, en comprenant le texte, l'élève répond de manière précise aux questions. Et puis en quelques lignes, chaque question quelques lignes, et puis pas d'introduction, pas de conclusion. Évitez aussi les fautes. Évitez surtout les fautes. Parce que la forme, elle est aussi essentielle. Parce que les fautes peuvent vous enlever des points. Quand, par exemple, tu réponds exactement à la question, mais tu fais quelques fautes, le prof peut t'enlever des points. Évitez les phrases longues. Parce que quand c'est de phrases longues, ça devient vraiment superflu, ça devient vraiment... Parfois, il y a des problèmes de syntaxe. Donc, il faut utiliser des phrases simples
clair et vous dites, je réponds à la question, c'est cette question qui m'est posée, donc je réponds uniquement à cette question. Pas faire appel à toutes mes connaissances, faire un étalage de connaissances, etc. Du tout. Oui. Donc voilà un tout petit peu les quelques conseils à donner par rapport à cette épreuve du deuxième tour. Okay. Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie et nous avons eu l'honneur de parler avec le doyen Badara Ndiaye du lycée LPA des Parcelles Assainies, donc du contrat social de Rousseau, avec un texte à l'appui, donc pour permettre aux élèves de comprendre comment traiter les épreuves du second tour. Merci beaucoup, doyen Badara Ndiaye. C'est toujours un plaisir de parler de la philosophie avec vous. Merci beaucoup. Restez connectés sur toutes les plateformes de Télé-École et jusque-là, continuez à philosopher pour mieux vivre.